Une seconde. Une seconde s'est écoulée depuis le quatrième coup de feu tiré par Brigitte, dans la salle d'audience du palais de justice. À sa grande surprise, le film de sa vie a fait un grand bond en arrière, la ramenant momentanément à ses 17 ans en 2001. C'est l'été de tous les dangers. Son amoureux s'appelle Jimmy Gray et se passionne pour les armes à feu. Ils passent le plus clair de leur temps ensemble. Brigitte habite encore chez son père, rue La Jeunesse. Lui et sa fille se croisent parfois la nuit, lorsqu'ils rentrent du bar où ils travaillent au centre-ville. Elle est de plus en plus belle et ne semble jamais manquer d'argent. Il y a de quoi s'interroger, mais Carl ne pose pas de questions. Il ne veut pas savoir. En fait, depuis que sa femme est morte, il ne veut plus rien savoir. Il préfère fermer les yeux. La mère de Brigitte a été fauchée par un cancer alors que sa fille n'avait que 10 ans. Celle-ci n'en garde aucun souvenir. Elle a effacé ce pan de sa vie pour ne pas avoir à y faire face. Elle a une sœur aînée, Julie, qui vient de compléter une formation d'éducatrice à la petite enfance. Au mois d'août, elle épousera Thomas avant d'entreprendre sa carrière de puéricultrice. Elle passera l'automne au Mexique avec son fiancé. Vacances méritées pour Julie, car elle était une première de classe. Brigitte trouve tout cela ennuyé et tellement prévisible. Elle préfère défier l'interdit en s'aventurant sur les chemins de traverse les plus hasardeux. Brigitte choisit le risque plutôt que la stabilité. En quelques mois, Jimmy Gray lui a communiqué sa passion des armes à feu. Elle a appris à les manier, à les nettoyer, à les changer et bien sûr à tirer. Elle ne s'explique pas son erreur. Comment a-t-elle pu porter un canon brûlant à sa bouche après avoir abattu tour à tour l'agent de sécurité, le juge, Denis Brown et Gilbert Bois? Elle a perdu sa maîtrise et son adresse dans l'énervement. Et maintenant, elle a mal, horriblement mal, à la lèvre supérieure et au palais. Mais voilà que le film de sa vie se met à passer dans le bon sens. Il avance au lieu de reculer. Des souvenirs reviennent la hanter. Brigitte et Jimmy ont pris l'habitude de faire de longues balades à la campagne. Chaque fois, ils se retrouvent au fond d'un rang et s'entraînent à tirer. Elle s'habitue peu à peu au recul impressionnant du fusil de chasse au canoncier qu'elle utilise. Pendant ce temps, Jimmy s'exerce avec une arme de poing. Il écoute toujours de la musique lorsqu'il tire, du rock and roll lourd, que les haut-parleurs de la camionnette crachent sans vergogne dans la nature. Jimmy a une théorie. Un bon tireur doit avoir du rythme. Pour viser juste, il faut entendre le métronome battre la mesure dans son oreille. C'est comme de la musique, insiste-t-il. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Brigitte ne cesse de s'améliorer depuis qu'elle a trouvé le tempo. Si elle avait le choix, cependant, elle utiliserait le pistolet plutôt que la carabine. L'arme est beaucoup plus légère et le recul nettement moins violent. Mais Jimmy voit les choses autrement. Armé d'un fusil de chasse au canoncier, Brigitte fait peur. Lorsqu'ils feront des hold-up ensemble, leurs victimes seront terrorisées. Comme ils auront le visage dissimulé derrière une cagoule, personne ne se rendra compte que c'est une femme qui les met en joue. Une toute petite femme pesant à peine 50 kilos. D'ici là, Jimmy travaille en solo. Et pour se donner du courage, il mélange médicaments et alcool. C'est son truc à lui, les cocktails de barbiturique, d'amphétamine et de rhum qui s'ingurgitent l'une lui donne des highs atmosphériques. Sa recette préférée se résume à un audacieux mélange de strychnine, de speed et de cognac. Après l'avoir bu, il devient invulnérable pendant quelques heures. C'est le moment de sortir le fusil de chasse au canoncier et sa cagoule. Il ne lui faut qu'une toute petite heure pour s'exécuter. Errant dans les rues, il repère rapidement un dépanneur. Il entre et braque le caissier. Lorsqu'il rejoint Brigitte à la maison, il lui en met plein la vue en jetant des poignées de dollars sur la table. Cela semble si facile. Puis un jour, Brigitte a envie d'essayer elle aussi.
Elle en a assez de voir Jimmy s'éclater en solitaire. Elle a l'impression de rater quelque chose, de rester sur le quai de la gare tandis que le train s'éloigne. Elle ne peut plus attendre. Elle veut être du voyage. Jimmy cède et lui prépare un cocktail à base de vin blanc, de strychnine et de speed. Pendant un moment, elle est étourdie, mais ne bronche pas. Puis peu à peu, une impression de force, d'audace et d'invulnérabilité la galvanise. Jimmy a déjà déposé le sac de sport avec le fusil au canon tronqué près de la porte. Ils sont prêts à passer à l'action. Elle n'a aucune hésitation, aucune crainte, aucun scrupule. Elle est intouchable. Il lui a trouvé une cagoule, une vieille tuque du Canadien dans laquelle il a percé 2 trous pour les yeux. Dorénavant, ils font équipe. Dans la rue, Jimmy lui explique les rudiments du braquage. D'abord, on repère un commerce au hasard. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de témoins aux alentours. Il y a rarement plus de 1 000 $ dans la caisse. 1 000 $ en petites coupures. En entrant, il faut déposer le fusil sur le comptoir en gardant une main dessus. L'art impressionne. Pendant que tout le monde tremble, c'est le moment de récupérer l'argent. Habituellement, il ne faut que 20 secondes pour boucler l'affaire. Après lui avoir fait ses dernières recommandations, Jimmy aperçoit une épicerie. Il abaisse sa cagoule en lui indiquant de faire de même. Puis il entre en coup de vent en pointant leur arme. Tout se passe si vite que Brigitte a l'impression de n'être que témoin de l'affaire. Jimmy se charge de tout. 20 secondes plus tard, il court à toutes jambes dans une ruelle. L'été de ses 17 ans avec Jimmy, Brigitte fait ainsi une douzaine de hold-up. Les cocktails d'alcool et de médicaments qu'il avale sont de plus en plus puissants. Les sommes qu'il dérobe ne dépassent jamais 1 000 $, mais les risques sont de plus en plus grands. Pourtant, tout baigne dans lui. Jamais ils ne sont inquiétés par la police. Les jours filent dans son histoire jusqu'à ce que Jimmy, à force de s'envoyer des cocktails chimiques, ne parvienne plus à bander. Rien de grave en soi. Brigitte s'en accommode. Mais les problèmes érectiles de Jimmy le rendent paranoïaque. Dorénavant, il craint tout et son nom. Du coup, il n'ose plus faire de vol à main armée. Qu'à cela ne tienne, Brigitte décide de prendre les choses en main et de faire son premier vol en solo. Elle n'a pas le choix. Jimmy est en manque et il n'y a plus de quoi lui acheter de la drogue. En plein jour, armée du fusil de chasse au canoncier, elle prend d'assaut un dépanneur de la rue Sherbrooke dans l'ouest de la ville. Manque de chance, il n'y a rien dans la caisse. Elle n'en tire que 25 $. Elle remet son fusil dans le sac de sport, ressort dans la rue, descend vers le sud en espérant trouver mieux. Faisant fi d'une première règle établie par Jimmy, ne jamais tenter 2 coups le même jour. Qu'importe, il n'en saura rien. Rue Guy, à la hauteur de René Lévesque, Brigitte remarque un dépanneur sur sa droite. Une ruelle sépare le commerce d'une tour à bureau. Fébrile, elle vient s'y réfugier, le temps de sortir son fusil. À la vitesse d'un éclair, elle entre dans le commerce, mais elle oublie d'abaisser sa cagoule. L'homme qui est derrière le comptoir croit à un canular. Cette carabine est fausse de toute évidence. Il s'exclama, le sourire aux lèvres. À quoi tu joues, ma poupée? Envoie dépêche, lui crie-t-elle de sa voix haut perché. L'argent, ça presse. Là qu'elle met le caissier, sort quelques coupures qu'il pousse sur le comptoir en rigolant. Elle tire un premier coup jusqu'au-dessus de la tête. Affolé, l'homme se jette par terre et rampe vers les réfrigérateurs. L'effet des amphétamines et l'alcool s'estompe. Brigitte a le cœur qui bat, la chamade. Sans sa cagoule, elle se sent déjà vulnérable. Mais il y a autre chose. Jimmy lui a toujours dit qu'il ne fallait pas tirer. Jamais, sous aucun prétexte. Mais la situation est exceptionnelle. Ne cesse-t-elle de se répéter. Il fait donc le tour du comptoir, attrape tous les billets qui se trouvent dans la caisse. Les fourre dans le sac de sport et cherche la sortie de secours. Il doit bien y avoir une porte donnant sur la ruelle. Elle enjambe les caisses et les boîtes de carton entassées dans l'arrière-boutique. Plus loin, elle se heurte à une porte grillagée, munie d'une chaîne et de gros cadenas. Elle tire un deuxième coup pour le faire sauter quand elle entend le caissier hurler dans un téléphone. Le temps presse et, bien que le cadenas ait volé en éclats,
La porte refuse toujours de s'ouvrir. Elle tire un nouveau coup à la porte et la porte cède enfin. Tremblant comme une feuille, elle cherche à remettre le fusil dans son sac de sport, mais n'y parvient pas. Tant pis, elle sort en pointant l'arme devant elle, et quelqu'un lui crie aussitôt, les mains en l'air, et laissez tomber ce fusil. L'homme qui tient un pistolet pointé sur elle est un policier, bien qu'il n'en ait pas l'air. Vêtu en civil, il semble aussi étonné, aussi apeuré qu'elle. Le dépanneur que Brigitte vient de dévaliser est voisin du centre opérationnel de la police de Montréal. Un policier en service n'a eu qu'à sortir dans la ruelle pour l'accueillir. Coincée, elle lui lance: « Je m'excuse, je vous demande pardon. » Croit-elle vraiment qu'il la laissera partir sur la foi de ces mots ridicules? Laissez tomber ce fusil, répète le policier. La situation est sans souci, et Brigitte s'incline. Brigitte s'en veut toujours d'avoir introduit le canon brûlant du pistolet dans sa bouche. Pendant ce temps, le film de sa vie progresse de façon erratique. Il fait des bonds incompréhensibles, puis s'arrête sur des images et des bruits inusités, comme le grésillement quand son nom est craché par les haut-parleurs de la prison où elle est détenue. Brigitte Leclerc visite. Depuis son arrestation à la fin août, elle n'est plus ressortie. Il y a eu la cure de désintoxication, puis le procès. Brigitte a raté le mariage de Julie. Celle-ci s'est envolée pour le Mexique sans qu'elle puisse lui offrir un cadeau. Quant à Jimmy, il s'est volatilisé. Seul son père vient lui rendre visite. Les premiers temps, ces face-à-face de part et d'autre de la paroi vitrée sont extrêmement pénibles, car Leclerc est incapable de retenir ses larmes. Il croit que tout cela, c'est sa faute, qu'il est coupable de négligence envers sa fille. Il a été si peu présent depuis la mort de sa femme. Il n'en finit plus de s'accuser et de se morfondre. Brigitte ne veut plus le voir. Ces jérémiades la dépriment. Elle veut purger sa peine en paix. Puis un vendredi d'un hiver qui s'éternise, les choses basculent. Brigitte croit qu'elle a touché le fond du baril, mais ce n'est rien à côté de ce qu'elle va apprendre. Brigitte Leclerc visite. Le bruit métallique des haut-parleurs de la prison lui paraît plus froid, plus cassant ce jour-là. Avant même qu'il parle, le regard livide de son père lui confirme qu'il s'est passé quelque chose d'inimaginable. Je viens de recevoir un appel du Mexique, lui dit Carl Leclerc, dans le combiné qu'il utilise pour se parler. Même si le film de sa vie défile à toute allure, une phrase se détache de tous les autres. Julie et Thomas se sont noyés. Ces mots et la détresse qui les accompagnent ébranlent Julie. Julie, sa sœur aînée, toujours si bien, toujours parfaite, a été emportée par la mer dans un pays où elle n'est jamais allée, un pays qu'elle a du mal à imaginer. Son voyage de noces s'est transformé en cauchemar. Elle a été emportée par un courant sous-marin sur la plage de Puerto Escondido, entraînant dans son village Thomas qui tentait de la sauver. Entraînant dans son sillage Thomas qui tentait de la sauver. Les baigneurs les ont vus disparaître dans les vagues. Leurs corps n'ont pas été retrouvés. Brigitte ne reverra jamais sa sœur. Lorsqu'elle recouvrera sa liberté, Julie ne sera plus. Jamais elle n'aurait cru que sa disparition lui ferait aussi mal. Les visites de son père, si pénibles jusqu'à ce vendredi fatatique, se transforment. Elle dit les redouter, les espère maintenant. Ils ont dorénavant quelque chose en commun. Le deuil les unit. Pour la première fois de sa vie, Brigitte ressent de l'émotion pour Carl. Un sentiment qui, en liberté, loin des barreaux de cette prison, ne l'a jamais effleuré. Maintenant qu'une paroi de verre les sépare, maintenant que Jimmy n'existe plus pour elle et que Julie est morte, elle se surprend à découvrir qu'elle l'est. 6 mois plus tard, Carl Leclerc est toujours submergé par la peine. Il n'a fait aucune démarche pour obtenir le certificat de décès. Il espère toujours que la mère lui rendra le corps de son enfant afin de l'enterrer près de celui de sa femme. Mais cela n'arrivera pas et il le sait. Qu'importe après tout, puisque maintenant il a autre chose en tête. Carl a résolu de sauver Brigitte, même si pour cela il doit consacrer le reste de sa vie. J'ai trouvé un truc, lui annonce-t-il. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas recommencer à neuf. Et ça va marcher, crois-moi. Je t'en dis pas plus pour l'instant, mais il faut que tu lises ce livre.
Ce bouquin, c'est un livre de classe de Julie. Lorsque l'enfant paraît, de François Dolto. Son père insiste pour qu'elle en fasse une lecture attentive et même qu'elle l'apprenne par cœur. Il lui reste 14 mois à purger avant d'être libérée. Cela devrait suffire. Brigitte ignore tout du plan qu'il a en tête, mais l'optimisme de Carl. Elle l'appelle par son prénom depuis qu'ils se sont rapprochés. C'est optimiste lui plaît bien. Elle préfère voir son père ainsi plutôt que désespéré, même si cela l'oblige à se taper un livre. Et quel livre? Cet ouvrage de Françoise Dolto est ennuyant comme le puits. Qu'à cela ne tienne, il fait partie d'un stratagème élaboré par son père pour lui venir en aide. De quelle façon? Elle l'ignore, mais elle a cette volonté de s'y soumettre. En fait, Brigitte ne tardera pas à saisir le sens que Carl a voulu donner à ce projet. Lorsqu'elle se présentera devant l'agent de probation au moment de sa libération, celui-ci sera impressionné par ses connaissances, sa maîtrise des théories de Dolto. Il se félicitera du succès de sa réhabilitation. Le caractère inoffensif de cette passion développée en prison sera pour la jeune femme le meilleur des sauf-conduits. Il règne un silence trouble dans la salle d'audience. Brigitte a éloigné le pistolet de sa bouche, mais le canon est toujours pointé sur elle. Un autre souvenir la rattrape. Un film de sa vie vient de faire un autre saut vertigineux. Ce nouvel arrêt sur image est d'une clarté étonnante, plus encore que les scènes précédentes. Une année s'est écoulée. Il neige. C'est un samedi. Carl Leclerc, debout devant les portes du pénitencier, attend sa fille. Il lui a apporté des fleurs, des marguerites jaunes. Le bouquet lui semble phosphorescent par la blancheur qu'il avait eue. Brigitte est submergée par l'émotion. Sa brûlure à la lèvre lui fait toujours aussi mal, mais elle comprend mieux maintenant comment ce film étrange s'organise. Au montage, seuls les moments de grande émotion sont retenus. Brigitte monte dans la voiture. Cela a laissé tourner la moto. Elle a tout juste le temps de s'asseoir qu'il lui parle déjà de son père. Les vagues du Mexique n'ont jamais rendu le corps de Julie. Il lui n'a toujours pas demandé son certificat de décès. Aucun document officiel n'atteste sa mort. Le scénario est donc le suivant. Depuis 2 ans, Julie se cloître chez elle et fait le deuil de Thomas, disparu de façon tragique au Mexique. Pour que l'histoire tienne, elle a continué de la faire vivre. Elle a fait circuler son curriculum vitae dans des garderies et a même postulé des emplois à sa place. Lorsqu'on la convoque en entrevue, elle refuse, faisant valoir qu'il éprouve encore des difficultés liées au décès de son mari. La puéricultrice a des dossiers ouverts dans 4 garderies au monde. Son retour au travail ne sera tardé. Mais Carl ne s'est pas arrêté là. Les cartes de crédit de sa fille sont aussi restées actives. Elle a continué de consommer, de s'habiller et de faire des achats en tout genre. Les marges de crédit ont même été augmentées parce qu'elle paie rubis sur l'ongle. Chaque fin de mois, Carl s'assure de rembourser les soldes. Il a jeudi été un père négligent, mais il s'est bien repris depuis. La preuve, il a usurpé l'identité de Julie pour en faire un cadeau à Brigitte. Avec un casier judiciaire, tu es coincé, lui dit-il, pour la convaincre du bien fondé de son plan. Tu vas être bloqué partout. Tu ne pourras rien faire tant que tu n'auras pas obtenu pardon. Et pour y arriver, il vaut mieux faire disparaître Brigitte en temps. C'est la façon la plus sûre de garder ton dossier vierge. Brigitte n'est pas certaine de comprendre. Elle s'attendait à tout sauf à cela. Ses connaissances sur la petite enfance ont bien été notées à son dossier. Le livre de Dolto l'a aidé à sortir de prison. Elle a envie de marcher droit dorénavant. Elle n'est pas certaine de vouloir s'empêtrer dans une histoire pareille. Il faut attendre 5 ans avant de pouvoir faire une demande de pardon, insiste Carl. 5 ans pendant lesquels tu dois avoir une conduite irréprochable. Au moindre faux pas, la demande de pardon est refusée. Mais je ne ferai pas de faux pas. Je suis déterminée à ne pas en faire. C'est impossible. D'autres ont essayé avant elle, lui fait-il comprendre. Seuls les citoyens exemplaires parviennent à obtenir le pardon. Mais les citoyens exemplaires, ça n'existe pas, ou si peu. Il suffit d'une infraction au code de la route pour qu'une demande de pardon soit rejetée ou encore repoussée d'une année.
C'est un risque que Brigitte ne doit pas prendre. D'où son idée de le faire disparaître pendant 5 ans et de lui prêter l'identité de sa sœur. Carl Leclerc a pensé à tout, a même renouvelé la carte d'assurance maladie de Julie, entre autres choses. Brigitte étant libre, il lui suffit de se faire photographier à sa place pour la mettre à jour. Avec ce simple document, il obtiendra un passeport, un permis de conduire et tutti quanti. La principale intéressée accepte de jouer le jeu, devenant la complice de son père dans cette manigance. Bientôt, tu travailleras dans une garderie, affirme-t-il en jubilant. Tu as des dossiers ouverts dans au moins 4 établissements. Tu n'as qu'à faire ton choix. Ils t'attendent tous à bras ouverts. Je veux bien essayer, finit-elle par dire. Ça sera bien de marcher dans les traces de Julie. J'aurais l'impression de la remettre au monde. Ça ne doit pas être très difficile, renchérit Carl. Tu as lu le livre de François Dolto. Tu le connais par cœur. Et tu as un diplôme. Le père rendit le diplôme de puéricultrice de son aîné devant les yeux de Brigitte. Le projet est sans faire, dit-il encore. Il faut le voir comme un jeu. Brigitte ne s'appelle plus Brigitte, elle s'appelle Julie. Et Julie est puéricultrice.